Qu'est-ce que le tokusatsu? Derrière ce mot valise japonais, on résume souvent l'idée d'une production nippone en prise de vue réelle uniquement et qui utiliserait beaucoup d'effets spéciaux. Mais surtout, dans l'esprit de beaucoup de monde, des effets spéciaux mécaniques, loin de tout numérique actuel, et ce afin de construire des univers peignant souvent de le fantastique. L'utilisation du costume, du maquillage, de la maquette, l'art de l'explosion, tout un tas de techniques qui, regroupées autour d'une certaine vision du cinéma, confèrent une saveur presque unique qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs, surtout en Occident, ne serait-ce que par différences culturelles. D'accord, cette définition, c'est celle que j'utiliserai pour vous résumer la chose rapidement et de manière générale si vous me posiez la question. Mais on sent aussi déjà que cette définition pourrait englober beaucoup de choses, d'univers, de genres de films ou de séries, peut-être trop même. Et on se dit aussi qu'à force de vouloir tout catégoriser et prendre certains aspects de cette définition au pied de la lettre, eh bien on se retrouve face à des zones de flou, à se demander si on peut vraiment classer telle ou telle œuvre en tant que tokusatsu. Une interrogation encore plus prégnante depuis le début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui avec l'introduction massive du numérique et de l'évolution inévitable de la technologie. Le 1er mai 2019, le Japon est entré dans l'ère Reiwa, l'ère impériale qui a succédé à l'ère Heisei qui avait duré 30 années tout rond. Et il faut savoir que le tokusatsu, bien que ça ne soit pas systématique et vrai pour tout le monde, aime se caler sur ces fameuses ères impériales pour marquer le coup, se distinguer des précédentes itérations et chercher à se renouveler. Là où je veux en venir, c'est qu'en étant au tout début de cette nouvelle ère Reiwa, c'est peut-être le bon moment de se poser la question suivante. Est-ce que cette définition du tokusatsu, cette image très générale qu'on a de ces productions japonaises, a encore du sens en 2020? À l'heure où les franchises historiques encore actives se comptent sur les doigts d'une main, est-ce que ce terme est encore pertinent pour parler d'œuvres modernes par exemple? J'ai beau avoir donné une définition d'entrée de jeu, la réponse finale n'est peut-être pas aussi simple que ça, et pour cela, je vous propose à la fois un passage en revue de l'histoire du tokusatsu et une tentative de réponse sur ce qui est devenu le terme de nos jours en 2 vidéos. La première sera essentiellement une rétrospective historique de la production de 1954 jusqu'à l'aube des années 2000 et nous permettra de recontextualiser la naissance de la production et comment elle a très vite évolué en fonction des tendances et autres évolutions de la société. La seconde partie, elle, parlera de la dernière ligne droite historique des années 2000 à nos jours, une partie importante et décisive qui amènera naturellement à une tentative de réponse de ma part, mais qui permettra aussi de donner ma vision des choses et imaginer les orientations du tokusatsu pour les années à venir. Parce que, au final, le tokusatsu, c'est quoi au juste aujourd'hui? Je pourrais énoncer l'habituel résumé, encore et encore, des fondements de Godzilla, film considéré comme la première production tokusatsu. Mais l'histoire commençant à être connue, vous savez, Ichiro Honda, l'idée du stop-motion devenue celle d'un lézard géant en costume, imposée par un temps de tournage extrêmement réduit, et j'en passe, je vous la réserve en détail pour un potentiel épisode dédié à toute la saga du Roi des Monstres, quitte à aborder le sujet une bonne fois pour toutes. Mais ici, sans pour autant omettre cette étape indispensable du cinéma japonais, reposons donc la problématique sous forme de 2 questions clés. Godzilla est-il le premier tokusatsu? Et pourquoi le considère-t-on ainsi? À la première, je répondrai tout simplement non. Avant 1954, on trouvait déjà des formes de cinéma à la japonaise incluant des effets spéciaux. Des films fantastiques aux films de guerre propagandistes, on mettait déjà en œuvre l'art du trucage visuel dans des productions que l'on pourrait considérer comme des prototypes du genre. Bien que tous les fondements qu'on lui reconnaît couramment ne soient pas encore tous réunis, et bien que les techniques ne soient pas aussi perfectionnées qu'on l'imagine, quelque chose était alors en train de se lancer. Et puis il y a aussi le contexte historique qui a beaucoup joué, et c'est ça qui va permettre de répondre à cette seconde question, à savoir pourquoi Godzilla est considéré comme un point de départ. Au début des années 50, je ne vous apprends rien non plus en rappelant que le monde entier, et ici le Japon, sortait d'une période dramatique, la Seconde Guerre mondiale. Toujours marqué par les événements, le cinéma se reconstruisait petit à petit. Côté cinéma, il fallait, en un sens, prouver à nouveau que le pays pouvait être ambitieux, même en période de crise. Après le succès qu'il avait remporté avec Taiyo no Washi, un film de guerre de 1953 à gros budget, capable de rivaliser avec le cinéma américain, Ichiro Honda sera justement en charge du projet Godzilla l'année suivante. Eiji Tsuburaya, le futur papa d'Ultraman, se joindra encore à lui sur la partie technique et visuelle du film. Là aussi l'ambition était le maître mot du projet, et il fallait, après le film de guerre, montrer de quoi le Japon était capable dans le genre fantastique, devenu vite populaire en Occident. Outre sa technique novatrice que nous connaissons tous, c'est-à-dire opter pour un costume de monstre évoluant dans des maquettes de villes et autres artifices visuels, le succès du film repose aussi en grande partie sur son propos particulièrement fort pour l'époque. Par ses scènes d'apparition, de destruction et de leurs conséquences, le personnage même de Godzilla sert un propos lié à la peur du nucléaire et renvoie alors à la bombe atomique dont le pays avait été victime 9 ans auparavant. Voilà les raisons principales qui font que le premier Godzilla est considéré comme la première œuvre tokusatsu dite moderne. C'est un film ambitieux qui a dépoussiéré de manière radicale le cinéma fantastique japonais, ses techniques de tournage, avec à la clé un succès colossal et un propos marquant.
Tous les ingrédients étaient alors réunis pour laisser son empreinte dans la production et inspirer toute une génération pour les années à venir. D'autant qu'à côté de ça, en faveur de Godzilla si je puis dire, il faut tristement rappeler que la majorité des films que j'ai pu citer précédemment, ces fameux prototypes, ont tout simplement disparu aujourd'hui. Bobines perdues ou n'ayant pas résisté à l'épreuve du temps, ainsi que tout un tas d'autres facteurs font qu'il ne reste plus grand chose d'eux aujourd'hui, entre une affiche ici et là et au mieux quelques rares extraits. Ainsi, le point de départ idéal de cette culture tokusatsu était alors tout trouvé. Forcément, quand une formule fonctionne dès son premier coup d'essai, difficile de résister à la tentation de l'exploitation à outrance. Essentiellement par les productions du studio Toho, mais pas que, le film de monstre va alors devenir l'un des piliers du cinéma japonais. Si la suite de Godzilla sortie littéralement 6 mois après le premier film est vite oubliée, les années suivantes vont baigner dans le fantastique et la science-fiction, faisant ainsi la part belle aux moyens techniques remis au goût du jour par notre lézard géant et de son équipe de choc. Chez Toho, c'est un véritable festival. Entre créatures géantes dans la mouvance de Godzilla et réinterprétation de mythes asiatiques, tout en passant par la science-fiction et le space opéra, l'imaginaire japonais trouve durant cette décennie un renouveau certain, confortant le studio d'aller pleinement dans cette voie. Mais cette omniprésence du studio dans ce domaine laisse quelque peu sur le carreau à la concurrence, encore trop timide pour espérer rivaliser à force égale. Au cinéma, c'est principalement le studio Dai qui tentera en 1956 une petite percée dans les films de SF avec son Uchujin Tokyo ni Arawaru, sans pour autant avoir l'ambition de persévérer dans l'immédiat. Seul le studio Shin-Toho, rival de Toho malgré son nom et de sa composition d'anciens du studio ayant fondé le leur après la guerre, arrivera à tirer son épingle du jeu en proposant une alternative pour le cinéma à effets spéciaux, celle d'aller dans le super-héros, encore peu présent dans la culture japonaise. C'est avec leur série de moyens-métrages Kotetsu no Kyojin que, dès 1957, Shin-Toho mettra en scène alors le premier super-héros japonais sur grand écran. Si on pouvait considérer et annoncer Toho comme le roi du tokusatsu cinématographique de cette période, c'est cette concurrence qui va, petit à petit, en inspirer plus d'un sur un nouveau support, la télévision. Dans les années 50, c'est encore un support peu répandu, plutôt réservé aux familles les plus aisées. On comprend alors pour de simples raisons pourquoi il était difficile pour l'époque de retrouver à la télévision des productions à l'ambition proche de celle de Toho au cinéma. Le super-héros sera choisi comme alternative idéale pour proposer les prémices du tokusatsu télévisuel. Plutôt logique en un sens, des héros masqués inspirés par les succès américains, avec une approche plus terre-à-terre permettant de justifier moins de débauche visuelle à l'écran, voilà alors une vision bien plus abordable pour ce jeune média. Si Kotetsu no Kyojin est le premier super-héros au cinéma, Gekko Kamen deviendra, lui, en 1958, le tout premier super-héros japonais du petit écran. Un succès tel qu'il fera bien des émules. Et c'est finalement cet enchaînement d'idées et de succès qui vont pousser la télévision à multiplier les productions de ce genre, malgré les limitations techniques du format. On notera par exemple la version tokusatsu d'Astro le petit robot, ou Tetsuwan Atom en 1959, soit 4 ans avant sa bien plus populaire version animée, ou encore l'adaptation du manga Tetsujin 28 de Mitsutelu Yokoyama en 1960. Une évolution du marché qui nous fait entrer de plein fouet dans les années 60, une véritable décennie entremêlant âge d'or du cinéma fantastique nippon et offensive de plus en plus importante du monde télévisuel. Les 60s, un Japon qui continue de se reconstruire avec pour point culminant de cette renaissance les Jeux Olympiques de 1964, année où le pays devient la deuxième puissance mondiale de l'époque, rien que ça. Le paysage culturel nippon rayonne et de nombreux secteurs, la bande dessinée, le support télévisuel et le cinéma en tête de proue, se développent, deviennent plus accessibles, permettant de toucher de plus en plus de monde. L'offre cinématographique de l'époque se montre très généreuse, les succès s'enchaînent et de nombreuses sagas populaires prennent racine durant cette décennie. Bien évidemment, le tokusatsu n'y déroge pas. Toho, encore et toujours, demeure plus que jamais présent et en masse sur les écrans. Avec une 60aine de films toujours confondus à son actif sur cette période, ce n'est pas moins d'une 20aine de films que l'on pourra estampiller tokusatsu que l'on retrouvera dans le lot. Et ça fait quand même beaucoup en 10 ans. Il faut bien comprendre qu'en gros,
En plus de films d'horreur plus traditionnels, de sabres, de drames sociaux et autres comédies, Toho abreuve aussi les spectateurs en productions fantastiques et spectaculaires à raison de 2 à 3 films par an en moyenne. Tout y passe, de l'horreur fantastique sur fond d'imagerie nucléaire, du film de guerre qui revient sur les grandes batailles passées, de la science-fiction spatiale dépeignant la fin programmée du monde, et bien évidemment, vous vous en doutez bien parce qu'on ne change pas une recette qui marche, du film de monstres. Beaucoup de films de monstres. De nouvelles têtes dans le bestiaire de la firme qui rejoindront année après année le roi, qui marquera alors son grand retour en 1962 dans King Kong vs Godzilla, la rencontre tant attendue des 2 mastodontes du cinéma de genre. Un succès gigantesque qui amènera à toujours plus capitaliser à la fois sur la désormais franchise que sur le genre en lui-même. Cependant, sur le long terme, cette exploitation ne fera pas que du bien à Godzilla, avec une qualité assez fluctuante et des partis pris parfois très discutables. Je veux dire, à quel moment Toho s'est dit que ça serait une excellente idée de donner un fils à Godzilla, surtout avec une tête pareille. Mais ça, vous allez vite le comprendre avec la suite des événements. Au vu de ce succès, la concurrence va commencer à quelque peu se réveiller et tenter de gratter quelques parts de marché. Pas de façon aussi agressive que Toho, bien sûr, mais certains studios arriveront quand même à se trouver une petite place sur le podium. Parmi eux, on retrouve à nouveau Dai, plus ambitieuse que jamais, avec plusieurs grandes sagas à la clé et à un rythme tout aussi effréné, comme s'il fallait absolument occuper l'espace du cinéma pour rester visible. On va alors retrouver dans son catalogue un certain Gamera, le rival de Godzilla, la trilogie des Daimajin, mélange de monstres géants avec le récit historique et de sabres, le Jidaigeki, ainsi que la trilogie des yokai, qui verse un peu plus dans l'horreur avec de nombreuses créatures du folklore japonais. Je ne vous dresserai pas un listing complet et exact au titre près, mais avec d'autres studios comme Toei en renfort par exemple, lui aussi se lançant pleinement dans le cinéma fantastique, le médium se retrouve bien garni. Peut-être même trop en fait. Il faut savoir que malgré un rythme de production toujours élevé, la seconde moitié des années 60 présente un début de déclin à cause d'un succès moins important pour certaines de ses œuvres. Cependant, il s'agit certainement d'un âge d'or, du moins dans ses premières années, grâce d'abord à plusieurs succès dont certains marqueront l'industrie à jamais, et grâce à des films nés dans un contexte bien particulier et difficile à reproduire. Mais c'est aussi un modèle qui va montrer ses limites, peut-être en lassant un public toujours plus inondé de ses films au cinéma sans lui laisser la moindre année pour respirer, probable. Mais c'est aussi la démocratisation de la télévision qui va mettre quelques bâtons dans les roues du cinéma et commencer à se présenter comme un sérieux concurrent. Après la sortie d'un certain Astro Boy au format animé cette fois-ci en 1963, la télévision va commencer à dévoiler son plein potentiel et à attirer de plus en plus de projets au détriment du cinéma. Pour nous, c'est surtout à partir de 1966 que le tokusatsu grand public, plus proche que jamais de son penchant cinéma, va prendre forme et marquer la production. Les moyens techniques deviennent de plus en plus abordables et il est désormais plus facile de se rapprocher en un sens de l'expérience cinéma chez soi. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur la saga Ultraman, vous connaissez alors la suite, mais pour résumer l'idée globale de cette année charnière, bien qu'il ne fût pas tout à fait le seul cette année, comme un certain Magma Taishi, l'adaptation du manga de Tezuka par le studio P-Production, il faut bien admettre que c'est véritablement le studio Tsuburaya qui va amener ce qu'on pourrait basiquement appeler la phase 2 du tokusatsu à la télévision. Ultra Q, Ultraman et Kaijubuska, telles sont les 3 séries du studio qui ont parcouru l'année télévisuelle. Une série de science-fiction aux multiples monstres étranges, une série de super-héros plus futuristes que ses prédécesseurs, et une série plus familiale, cet ensemble installa avec succès l'art des effets spéciaux du maître Eiji Tsuburaya dans les foyers japonais. Ultraman, c'est même une avancée nette et franche pour le genre super-héroïque. On quitte l'esprit pulp des années 50, le héros grossièrement masqué et l'héritage des séries feuilletonnantes à l'américaine, et on planche tête baissée dans la science-fiction pure jus. Un héros qui se bat contre des monstres et robots géants, le tout dans un festival de pyrotechnie et de maquettes chaque semaine, évidemment que ça allait cartonner, au point de lancer véritablement un nouveau type de héros, le Kyodai Hero, le héros géant. Sous l'impulsion de ces quelques succès télévisuels, les années qui ont suivi ont vu une multiplication de ce type de production, tous studios confondus. Du super-héros au robot géant, en passant par les voyages dans l'espace, autant de prétextes pour justifier un déluge d'effets spéciaux divers et variés, le tokusatsu à la télévision était clairement en train de se diversifier et de décoller. La conséquence de tout ça, eh bien c'est tout simplement la baisse de fréquentation des salles obscures, entre autres. Nous l'avons vu, les productions ciné restent nombreuses, mais des franchises pourtant fraîchement installées comme Godzilla et Gamera en pâtissent déjà beaucoup. Moins de spectateurs, film après film, tout en subissant les tentatives désespérées de s'aligner avec le public télé, pour prendre un public jeune. Excite les monstres effrayants des tout débuts, et bienvenue aux monstres super-héros et amis des enfants.
Voilà pourquoi le fils de Godzilla existe. Il est là pour tenter de présenter aux jeunes spectateurs une figure qui lui est plus proche, dans des films bien moins sombres et sérieux qu'en 1954. Finalement, on peut tout simplement dire que les gens préfèrent retrouver les codes du cinéma dans une version compressée pour la télévision, retrouver leur dose de fantastique et d'action chaque semaine, au lieu d'attendre une poignée de films par an. Et là, on les comprend. D'autant que cette tendance sera loin de s'arrêter lors du passage dans les années 70, bien au contraire. Encore un âge d'or, mais cette fois-ci pour l'autre camp. 貴様たちは何者だ。赤レンジャー、青レンジャー、黄レンジャー、桃レンジャー、緑レンジャー、5人揃ってゴレンジャー。 Les années 70, c'est l'explosion du support télévisuel. Définitivement bien installé dans les foyers japonais, ça va être l'occasion pour l'animation et le tokusatsu de se développer massivement et avec des moyens de production toujours plus abordables. Côté tokusatsu, avec les succès de la fin des années 60, on a déjà une petite idée de ce qui peut marcher auprès des grands et jeunes publics, le super-héros, le robot géant et tout autre récit de science-fiction qui pourrait se rapprocher de ces formules. Dans l'optique de reproduire les succès de la concurrence, des studios comme Toei vont par exemple s'associer avec des mangaka alors en vogue pour développer des œuvres et des concepts présents à la fois à la télévision comme au format manga. Je reviens à ma vidéo dédiée de l'époque, n'hésitez pas à la regarder pour en savoir plus sur la franchise en général, mais il était inévitable de reparler du cas Kamen Rider en 1971. Une collaboration entre le mangaka Shotaro Ishinomori et le studio Toei pour concevoir un nouveau héros capable de rivaliser en termes de popularité avec l'Ultraman des années 60, mais avec une formule quelque peu différente, celle du justicier masqué à taille humaine et à moto. Pas forcément le tout premier du genre moderne, mais définitivement celui qui va populariser la formule et donner une des grandes lignes directrices de cette période. Cette même collaboration va donner lieu à de nombreux autres héros et concepts pour la firme le reste de cette décennie. Un autre exemple qui jouera un rôle très important pour l'avenir du tokusatsu, la création de Goranger en 1975, la série qui va poser les fondements du concept et de la licence qu'on retrouvera plus tard sous le nom de Super Sentai, le fameux escadron coloré armé de ce robot géant. En proposant aussi bien la toute première série avec une super-héroïne, à la thématique du robot humanoïde ou de l'homme insecte, en passant par le robot géant ou la pure série de SF inspirée par l'Occident, cette collaboration aura permis à Toei de se constituer un catalogue bien solide, en plus de l'animation, pour se faire une place de choix à la télévision. Avec presque une trentaine de séries bourrées d'effets spéciaux en l'espace de 10 ans, Toei est devenu, en quelque sorte, l'équivalent télé du Toho des années 60, le véritable roi du média. Bien heureusement, malgré cet état de fait, la concurrence saura se montrer présente elle aussi. Entre Tsuburaya qui revient avec ses séries Ultraman, leurs variantes et tout un tas d'expérimentations en tout genre, des studios comme P-Production ou la Senkosha qui s'essayent à leur propre vision du genre, et même Toho qui tente une petite incursion dans la télévision pour gratter quelques miettes, on n'avait définitivement pas le temps de s'ennuyer. Une décennie à nouveau riche en production pour la télévision, mais qui va subir, en quelque sorte, un contre-coup similaire à son homologue cinéma quelques années auparavant, de la quantité au détriment de la qualité. Les années 70, c'est une envie de produire presque à la chaîne la moindre formule qui marche à un tant soit peu pour occuper le moindre créneau horaire. En effet, c'est un milieu très concurrentiel où tous les coups sont permis, quand on voit les repompages bêtes et méchants d'un studio à un autre sans pour autant avoir le même succès et impact à la fin. D'un côté, il y avait une certaine fraîcheur dans les premières années, à voir tous ces studios redoubler d'efforts pour trouver au moins un concept et des designs un peu originaux pour une simple série de super-héros la majeure partie du temps. Mais de l'autre, ces nombreuses tentatives à tout va avaient un mal fou à tenir sur le long terme et on y voyait rapidement de nombreuses failles pour les plus longues d'entre elles. Une formule répétitive, le fameux monstre de la semaine, et le recyclage en pagaille de monstres, costumes, voire extraits utilisés d'un épisode à un autre dans un souci d'économie. On assistait alors à un véritable paradoxe entre ambition de sortir beaucoup de séries et des moyens dérisoires. Tout ça pour dire que quand on parle de tokusatsu et qu'on pense à ce côté fauché, désuet, très basique et répétitif, il n'y a aucun doute à avoir, c'est durant cette décennie que cette image pas toujours glorieuse a pris racine. Mais en rentrant dans les années 80, les choses ont très vite changé. La logique, je pense que vous l'avez saisi. Si la télévision marche autant avec du tokusatsu et de l'animation partout, c'est qu'il ne doit plus rester grand chose pour son équivalent cinéma. Et ça, c'est pas peu de le dire. En effet, coup dur pour l'industrie ciné après 10 ans à briller, voire plus pour certains studios.
Désormais, il va falloir serrer la ceinture niveau production si l'on veut survivre auprès d'un public qui s'est désintéressé des grandes figures de l'âge d'or. Globalement, le film de monstres géants, ça marche plus vraiment. Dai meurt littéralement dès les premières années, emportant avec lui un Gamera qui aura bien eu du mal à survivre dès ses débuts, tant la concurrence fut féroce sur tous les fronts. À ce niveau-là, à quelques exceptions près qui confirment presque la règle, il n'y a quasiment plus que Toho qui tente encore et toujours de maintenir son image grâce à une production essentiellement cinéma et en poursuivant au moins sa grosse licence qu'est Godzilla. Il faut dire que les mentalités de l'époque, entre l'omniprésence de la télévision et lassitude du public face à l'overdose des 60s, comme évoqué plus tôt, ont bien changé. Toujours de moins en moins de gens au cinéma et une volonté des studios de plutôt capitaliser sur certains genres précis, plus populaires pour l'époque, et parfois radicalement différents des années précédentes. Entre les films de Yakuza, le récit de sabre, le roman porno et autres drames sociaux à succès, le fantastique a bien du mal à se réimplanter. Pourtant, motivés par certaines prises de conscience sur l'environnement et l'écologie en général, plusieurs films de l'époque, estampillés tokusatsu, vont tenter d'aborder le sujet de manière frontale en jouissant des progrès techniques au niveau des effets spéciaux pour un visuel marquant. Ainsi naquit en 1971 un des meilleurs opus de la saga Godzilla avec Godzilla vs Hedorah, où le monstre affronté ne symbolise ni plus ni moins que la nature dégradée par l'homme qui se retourne contre lui. Une prise de position qui inspira, toujours chez Toho, deux films dans la même thématique mais au style quelque peu différent. Respectivement en 1973 et 1974, verront le jour des adaptations cinématographiques de Nihon Shibotsu, la submersion du Japon si vous préférez, et de Nostradamus no Daiyogen, deux films catastrophes alarmistes et parfois très pessimistes. Mais ça ne suffit pas à relancer la machine. Pour Godzilla, son combat contre Hedorah n'aura pas suffisamment ramené foule pour motiver Toho à garder le même état d'esprit lors des films suivants. En gros, on ressent une démarcation entre le cinéma et la télévision. Le premier est un média visant un public plutôt adulte, avec les genres précédemment cités qui cartonnent, quand le second est plutôt réservé à des programmes jeunesse ou familiaux. Mais le souci ici, c'est que Toho, enchaînant les succès modestes au mieux, ne sait plus trop quoi faire. Entre un film à moitié pour enfants en reprenant les codes des séries télé, un autre qui va lorgner vers un film d'espionnage sans budget, et une tentative de retour aux sources avec un certain Ichiro Honda à la barre, la saga Godzilla peine à retrouver sa stabilité. Après son Mechagodzilla no Gyakushu en 1975, le studio signe à contre-cœur un break pour la licence pendant pas moins de 9 ans, preuve d'une véritable crise. Et crise, c'est le terme parfait. La deuxième moitié des années 70 n'est guère mieux, entre tentatives de revival de certains genres suite à des succès occidentaux comme le space opera et quelques projets éparpillés ici et là dans d'autres registres, difficile de trouver son bonheur sur grand écran. Et le pire de tout ça, c'est que la situation ne va pas forcément s'arranger la décennie suivante, même pour le tokusatsu à la télévision, qui va faire face à un autre rival bien tenace, l'animation. Si le tokusatsu fonctionnait au cinéma dans les années 60 et à la télévision dans les années 70, on peut considérer que les années 80 sont une période difficile, forçant la production un véritable tour d'équilibriste pour se maintenir dans ces deux médias. D'un côté, le cinéma en prise de vue réelle dans son ensemble se retrouve vraiment dans une mauvaise passe pendant laquelle les grands studios ont de plus en plus de mal à produire si ce n'est pour survivre avec une baisse plus importante des spectateurs d'année en année. Si je précise bien prise de vue réelle, c'est aussi parce que l'animation commence, de fil en aiguille, à tout rafler dans le long métrage, entre naissance de studios bien connus et sortie de films considérés aujourd'hui comme d'immenses classiques. Pour le live, hormis quelques succès via une poignée de grands réalisateurs, il est difficile de considérer ce moment comme un retour à la normale. Et pour le tokusatsu, pas de miracle, l'offre est alors bien maigre. Quelques films de science-fiction par-ci par-là, quelques projets d'adaptation ambitieux de romans populaires, et surtout une tentative de faire revenir les icônes passées. Si on met de côté cette fois-ci le Gamera de 1980, un projet honteusement réalisé avec 3 bouts de ficelle et plein d'extraits des films précédents, c'est surtout Godzilla qui va tenter de relancer l'attrait pour les monstres géants. C'est alors en 1984 que sort le très simplement nommé Godzilla, suite sortie littéralement 30 ans après le film de 1954 et qui ramène avec elle une volonté de revenir aux sources tout en mettant au profit de nouvelles avancées technologiques en termes de visuel. Le succès est plutôt correct, mais n'embraye pas de suite avec une saga avec un film chaque année, il faudra alors plutôt attendre 1989 avec Godzilla vs Violent pour que la franchise regagne un peu d'intérêt auprès de sa fanbase et pour les années à venir. Et pour le reste, on ne pourra pas dire grand chose de plus pour le cinéma tellement c'est une période difficile. La télévision, elle, s'en sort mieux, mais ce n'est pas sans fracas pour autant, très loin de là. Et ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite. 警視庁秘密捜査官警視正機動刑事地番 「
Hécatombe est un terme plutôt bien adapté pour parler de la transition de la douleur qui s'est opérée entre les années 70 et 80. Car en l'espace de quelques années, cette surproduction de tokusatsu télévisuel s'est transformée en un véritable champ de ruines, avec de nombreux studios arrêtant les frais, pour ne pas dire mettant la clé sous la porte. Le nombre de nouvelles licences ou même de séries et franchises prolongées, renouvelées, diminue fortement. Les studios restants, encore motivés par l'aventure télé, et ce malgré la présence toujours plus forte de l'animation et d'autres productions en vogue à l'époque, sont forcés de repenser leur approche afin de se démarquer. Et autant dire tout de suite que peu feront l'effort. On rejoint à nouveau un point abordé dans ma vidéo sur Ultraman, mais le studio Tsuburaya est bien mal en point. Après l'échec de la série Ultraman 80, la branche principale de la franchise sera quasi à l'arrêt pendant presque 15 ans. Resteront alors quelques spin-offs et tentatives de se réimaginer sous d'autres formats quitte à partir à l'étranger, mais rien qui ne lui permettra de revenir à la normale. C'est plutôt vers 1996 et bien des galères que Tsuburaya reviendra sur le devant de la scène. Avec des studios finalement repartis sur d'autres terrains, et d'autres tentant vaguement la branche héros du tokusatsu presque par principe, c'est encore et toujours Toei suffisamment fort économiquement pour survivre à la crise qui va monopoliser le marché. Il faut dire que pour eux c'est plutôt facile, notez les guillemets, quand on possède un pôle tokusatsu encore solide, et surtout un pôle animation qui ne faiblit pas, bien au contraire. L'animation est à la mode, que ce soit à la télévision, au cinéma, ou même entre les deux, avec les nouveaux moyens d'exploitation proposés par l'émergence du marché de la vidéo. Tout ceci fait que toute la diversité des années 70, eh bien vous ne la retrouverez pas ici, ni jamais plus tard d'ailleurs, mais ça, on va y venir. Après plusieurs années d'exploitation, le Kamen Rider des années 70 va se retrouver plus rare ici, entre une série début 80 et deux autres vers la fin, ce qui provoque déjà un gros trou dans la franchise. Quant au Sentai, il prospère plus que jamais. Rappelons son évolution passée. On est parti d'un Sentai, cette formule avec un groupe de héros et de leurs gadgets à la formule Super Sentai dès 1979. Celle-ci amène l'idée d'un ou de plusieurs robots géants qui vont aider nos héros. Et c'est elle qui va propulser la licence dans le cœur des spectateurs pour devenir à terme un pilier solide de la Toei. Il faut dire qu'à ce moment-là, début 80, un petit fabricant de jouets du nom de Bandai se reconstruit de l'intérieur et veut changer de tactique dans sa façon de coopérer avec les studios pour vendre du produit dérivé. Pour la Toei par exemple, et pour rester dans le cas du Super Sentai, Bandai va tout simplement finir par prendre part au processus créatif de chaque série passée 1979. Que ce soit les designs, les idées et autres évolutions de concept, le fabricant a son petit mot à dire si ça lui permet de générer efficacement du jouet pour accompagner les diffusions télé. Et là, le Super Sentai s'y prête particulièrement bien. Commençant alors avec un seul robot géant, la formule évolue encore pour proposer plusieurs machines voire robots qui s'assembleront ensuite entre eux pour l'ultime robot géant bien mis en avant dans la série. Une approche marketing idéale et efficace qui installe définitivement la franchise. Et ça, ce n'est que le début d'une longue carrière. À côté de ça, privé de son Kamen Rider mais accompagné de quelques séries plus indépendantes, Toei va proposer deux nouvelles franchises pour renouveler son catalogue. Le Toei Fujichi Comedy d'un côté et le Metal Hero de l'autre. En gros, la première, c'est une production destinée à un public plutôt jeune et plutôt féminin, avec pour vocation de proposer des séries avec des robots gentils et autres créatures mignonnes, des enquêtes menées par un groupe d'enfants, pour ensuite proposer quelque chose d'assez proche de Magical Girl. Une franchise qui aura tout de même tenu de 1981 à 1993, avec 14 séries à son actif. L'autre est alors composé d'une nouvelle génération de héros, cette fois-ci avec une allure plus futuriste, clairement inspirée par les succès occidentaux. Justiciers de métal, accompagnés de véhicules ou de robots géants, pour l'amour du merchandising derrière, approches diverses au sein même de la franchise, ambiance space opéra au début, évoluant petit à petit dans des thématiques impliquant les forces de l'ordre, le Metal Hero est clairement la licence porteuse du studio. La Toei est alors toujours le roi, mais presque par défaut, la concurrence ayant quasiment disparu. Une situation qui s'inversera quelque peu dès les années 90, avec un cinéma qui va reprendre en partie du poil de la bête, malgré des limites apparentes. Alors ouais, cette histoire du tokusatsu semble avoir pris une tournure quelque peu négative, avec un passage vraiment délicat pour l'industrie japonaise. On va essayer de positiver un petit peu plus en abordant les années 90 qui, certes n'ont pas réglé tous les problèmes, ont confirmé qu'on ne retrouverait plus certaines choses comme avant, mais qui ont su aussi redonner un peu plus de diversité dans la production générale et exploiter de nouvelles voies. Bon, la télévision, elle suit son petit bonhomme de chemin, et certains studios reviennent enfin dans le circuit, même si la Toei domine toujours sur tous les fronts. Côté franchise déjà en place, même si le Fujichi Comedy s'arrête en 1993 pour laisser plutôt place à une nouvelle génération de Magical Girl avec Sailor Moon en animation, le Metal Hero et le Super Sentai prospèrent très raisonnablement.
nos héros de métal continuent de se montrer un peu plus touche-à-tout. D'une équipe de sauvetage aux forces de l'ordre avec une approche presque plus réaliste que d'habitude, tout en finissant en beauté avec une vision ce coup-ci plus colorée et enfantine, la franchise s'arrêtera avec les honneurs en 1999 pour céder sa place à une autre dont on attendait quelque peu le retour à la télévision, Kamen Rider. Le Super Sentai, quant à lui, reste dans une situation plutôt stable. Alors oui, en 1990, il a connu une certaine perte de vitesse et d'intérêt de la part des spectateurs, et ce, surtout à cause de la série Five Man. D'un côté, la série enregistre de mauvaises audiences, et de l'autre, elle propose des jouets toujours plus chers alors que la bulle économique explose l'année de sa diffusion. On comprend facilement que les choses ne peuvent pas aller bon train. C'était sans compter la sortie en 1991 de Shojin Sentai Jetman, 15e série Sentai, qui donnait un véritable coup de boost à la franchise. Avec l'élégance de ses designs, son écriture et sa vision plus mature du genre, la série connaîtra un succès immédiat, un classique instantané, et aura bien évidemment des influences certaines sur les séries futures. Une relance qui sera vite accompagnée d'un autre succès populaire l'année suivante et dépassant, à sa manière, les frontières japonaises avec la série Kyoryu Sentai Zyuranger. L'attrait universel pour les dinosaures et ses designs, eux aussi inspirés, ont permis à la série de remporter un franc succès. Ce même succès amènera avec lui une importation en dehors du Japon sous une autre forme bien connue, Power Rangers. Aim Saban, l'exploitation similaire les années suivantes et j'en passe, je n'aborderai pas cet aspect ici pour d'évidentes raisons, d'autres s'occupent déjà très bien du sujet, n'hésitez pas d'ailleurs à jeter un œil à leurs travaux, mais l'idée générale derrière cette double exploitation, c'est que ça va imposer une vision multicolore du super-héros dans le subconscient de beaucoup de monde, et par la même occasion de remplir les caisses de Bandai et de la Toei. Avec les 80s qui avaient ouvert la voie à ce sujet, on peut le dire pour les années 90 et c'est l'avenir, tout le monde ou presque veut son Sentai de manière plus ou moins subtile, en prenant une approche plus sérieuse ou plus parodique, le tout histoire de grappiller des parts de marché auprès d'une licence devenue inarrêtable. Cette époque marquait alors en effet la confirmation que le Super Sentai était devenu tout simplement une icône solidement ancrée dans la pop culture japonaise. Quant à notre bon Tsuburaya, après quelques séries Ultraman avec un casting 100% occidental et un absolument pas Ultraman avec une moustache avec Denku Shunjin Kedman, on revient à la télévision gonflée à bloc avec son Ultraman Tiga. Une réinterprétation qui s'inspirera des succès de la concurrence pour modifier son concept initial sans le renier, avec à la clé une véritable renaissance de la franchise. Les séries se suivront alors quasiment tous les ans tout en étant accompagnées ponctuellement d'autres séries par un studio redevenu un peu plus confiant. Confiance, assurance et tentative fructueuse au moins sur le moyen terme, c'est avec ce lot d'idées que l'on pourra résumer un peu plus au tokusatsu au format cinéma. Pour se resituer dans le contexte, les années 90, ce sont donc les années qui suivent l'éclatement de la bulle économique que nous avons abordé très brièvement auparavant. Pour faire simple, après des décennies d'un Japon tout-puissant, riche et prospère, une succession de choix et d'alignements des planètes font que tout va s'écrouler, modifiant beaucoup de choses au sein de son économie et dans le cas présent, au sein de ses industries du divertissement. Le point positif pour le cinéma à cette période, c'est que les multiplexes s'implantent partout dans les grandes villes japonaises et relancent un peu l'attrait du médium en dehors de l'animation. Attention, ce dernier restera toujours très présent et puissant, mais on revoit enfin quelques genres et franchises ressurgir après des années de silence radio. Bon, cette remise en forme est à relativiser, mais notons quand même quelques petites choses sympathiques pour l'amateur avisé, comme le retour du film de monstres géants. Une décennie plutôt productive quand on y repense. Godzilla revient avec deux sagas, l'ère Heisei et l'ère Millennium, aux styles et aux approches toutes différentes, et sera accompagné d'un petit passage aux États-Unis pour l'occasion. Gamera se joindra aussi à la fête avec sa propre trilogie en mode revival, alors qu'on le pensait mort et enterré, le tout sans oublier l'autre trilogie dédiée à la reine des monstres, Mothra. Après, malgré un certain succès et quelques autres projets plus mineurs, toute cette branche du cinéma japonais n'aura pas réussi à se relancer définitivement. Cependant, on pouvait s'assurer de sortir de cette décennie avec un bilan bien plus positif que la précédente. À côté de ça, le reste de la production ciné tokusatsu sera très lié d'une façon ou d'une autre avec le monde de la télévision encore et toujours. De courte durée mais tout de même notable dans le cas du toku, la fin des années 80 est marquée par l'explosion d'un nouveau support, la VHS et tout le marché de la vidéo nippone, lançant ainsi une véritable sous-culture dans la production locale. Étant donné que nous traversons une période trouble pour l'économie japonaise, certaines choses se repensent, comme ici avec le cinéma grand public et d'auteur. Ce marché a permis à quelques réalisateurs et studios, pourtant déjà actifs, de tenter l'aventure de ces productions entièrement dédiées à la sortie vidéo, et qu'on appellera donc le V-cinéma, avec une approche différente, parfois même plus libre que ce qu'on proposait au cinéma et à la télévision, transformant alors ces œuvres en une sorte de chaînon manquant entre les deux.
le tokusatsu aura un peu profité de l'occasion pour tenter quelques incursions entre quelques projets originaux à droite à gauche, et surtout un autre moyen d'exploiter des têtes connues dans des formats presque inédits jusqu'à présent. Les exemples ne sont certes pas nombreux, mais ont le mérite d'exister et de montrer qu'à l'époque, on essayait par tous les moyens de se relancer. Notons ainsi Shin Kamen Rider Prologue revisitant le mythe avec une approche plus glauque que jamais, impensable à la télévision, et le retour d'un certain Ultra Seven dans une série de films faisant directement suite à la série de 1967 et s'adressant presque uniquement aux fans de la première heure. Alors oui, on se retrouve finalement avec une décennie plutôt remplie, mais on peut aussi dresser ce constat. Il est difficile pour le Japon de se renouveler efficacement, de proposer du neuf. Beaucoup de ces productions se basent sur une certaine nostalgie, une exploitation d'icônes et de formules connues pour s'assurer un minimum de succès auprès d'une fanbase finalement déjà conquise par défaut. Un constat qui ne motivera pas les studios à prendre trop de risques. Ce n'est peut-être pas si mal, diront certains, l'amateur averti d'effets spéciaux aura quand même à boire et à manger à cette époque, surtout au vu de la grande qualité de certaines œuvres, mais c'est encore trop tôt pour crier victoire et de revenir à un âge d'or de diversité tant espéré. On notera bien quelques œuvres et projets un peu plus nichés, venus parfois de studios plus indépendants et soutenus par des réalisateurs en pleine ascension, comme un certain Keita Amemiya et ses films les plus underground, mais cela reste encore trop rare sur l'instant pour lancer une véritable alternative. Alors que le cinéma japonais en général connaîtra un certain renouveau global avec la prochaine décennie, le tokusatsu, toujours un peu titubant, va devoir prendre de sérieuses décisions pour continuer plus sereinement. On va alors atteindre ce que je considère comme un point de non-retour, une étape importante de son histoire. Nous voilà donc à la fin de cette première partie, à l'aube du nouveau millénaire. Un bon moment pour s'arrêter avant de s'attaquer au reste de l'histoire du tokusatsu et d'en aborder ses retombées. D'autant que malgré les apparences, il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. En attendant, revenons sur ce que nous avons appris dans cette première partie. La production tokusatsu a d'abord été majoritairement une production cinématographique, synonyme d'un cinéma ambitieux et spectaculaire pour attirer les foules, avec les années 60 comme point d'orgue. Rapidement, c'est la télévision qui a pris le relais, plus abordable, plus calibré, formaté et facile à exploiter, avec son âge d'or dans les années 70. C'est à ce moment-là que le super-héros japonais prend sa forme finale. Loin d'être parmi la première à être arrivée à la télévision, la franchise Super Sentai et la formule qu'elle embarque se sont vite imposées dans le cœur de tout le monde, y compris à l'étranger. Et ça, c'est un impact non négligeable. Et ensuite, qu'allons-nous apprendre de la deuxième partie ? Comment certains échecs cuisants à l'impact bien réel ont pu aider des licences à enfin avancer ? Que les années 2000, ça a été une décennie de transition facile pour personne, oui, encore des galères à venir, mais que de belles surprises ont réussi à émerger. Et pourquoi, en quelque sorte, les années 2010 ont pu amener un certain renouveau, mais peut-être pas tout à fait de la façon qu'on pourrait imaginer. On se retrouve alors très vite pour la deuxième partie de la vidéo. En attendant, pourquoi ne pas jeter un œil à tout ce qu'a pu proposer le tokusatsu durant ses presque 50 ans d'histoire ? Il y a déjà bien des choses à découvrir pour tous les goûts et sous toutes les formes. Car au final, c'est un peu ça, la culture tokusatsu.